Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. André-Sylvain Latour, bonjour. Tout va bien? Très, très bien. Alors, un nouveau campement a fait son apparition à Montréal. Cette fois-ci, c'est au Parc des Faubourgs, dans le quartier centre-sud de Montréal. Quelques tentes là, qui ont été érigées là. Quelqu'un qui habite le centre-sud me disait « Mon Dieu, que c'est bruyant là-bas! » Cette personne-là a l'habitude d'aller lire, d'aller profiter du soleil et tout ça. Tu sais, on sait que les espaces verts à Montréal, ce n'est pas à tous les coins de rue qu'on en trouve. Alors, un campement, disons, qui semble assez dérangeant pour les citoyens, en tout cas ceux à qui j'ai pu parler, sont là depuis le 1er juillet, donc, et ils disent lutter contre l'itinérance, pas contre les personnes qui la vivent. C'est un peu leur slogan de l'endroit. Ils luttent contre l'itinérance en établissant un campement dans un parc, c'est ça? Ouais. Mais est-ce que ce sont des itinérants, ces gens-là? Ou ils luttent contre l'itinérance? Ben, pas clair. C'est ça, c'est ça. C'est pas clair. Okay. On le sait qu'à Montréal, puis là, on l'a vu récemment à Longueuil également, il y a comme une multiplication de ce type de campement-là. Il y en a un sur Square Victoria. Là, évidemment, il y a celui de McGill qui n'en finit plus de qui est ne une pas autre forme finir. d'itinérance, celle-là. Hein, ben, tu sais, ils ont des revendications autres. Là, pour l'instant, il y a des affiches qui sont placardées au Parc des Faubourgs. Pas d'hébergement, pas d'appartement, pas de campement. Vous voulez qu'on aille où? Et ça, je pense que c'est quand même une question qui se pose. Je suis pas certain que les gens vont réellement, par choix, prendre la décision de piquer leur tente dans un parc où il peut y avoir des enfants et tout ça, en plein quartier résidentiel, quand même, je dirais. Donc, les organisateurs... je vais le dire entre guillemets, les organisateurs veulent que la Ville de Montréal lance un moratoire sur la pratique du démantèlement des campements de personnes en situation d'itinérance. Alors, ce ne sont pas des itinérants, ce sont des personnes en situation d'itinérance. Ce sont des personnes en situation d'itinérance et ils veulent que la Ville se penche sur comment démanteler de façon humaine ce genre de... Parce que, dans le fond, quand tu prends ça comme ça, c'est un peu une roue qui tourne, tu sais. Les gens ont de plus en plus de difficultés à se loger, les familles ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts, les loyers sont de plus en plus chers, il y en a de moins en moins. À un moment donné, tu sais, tu vas où? Oui, c'est une question légitime. En même temps, un moratoire, j'ai pas d'avis, honnêtement, là-dessus, André-Sylvain, mais c'est évidemment que tous les parcs de la ville vont devenir des genres de bidonvilles. Puis je sais pas si mon aspiration pour Montréal, c'est quand même le fun d'avoir des espaces verts dans cette métropole. Donc, je me demande, y a-tu comme une limite à l'occupation du territoire par qui le veut bien et sa tente? Là, à un moment donné, il me semble qu'il faut quand même encadrer minimalement ça. Là. Mais c'est un excellent bon point que tu apportes là, comme on dit. Sylvain. Et c'est un petit peu l'avis de Québec, figure-toi donc. Québec, la ville. Québec, le gouvernement. Le gouvernement. Oui, le gouvernement du Québec. Il y a 2 personnes qui ont réagi au campement pro-palestinien qui était à McGill, toujours là. Oui. Alors, d'abord, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, dénonce tout simplement que la Ville de Montréal n'en fasse pas suffisamment pour... endiguer un peu ce problème-là. Autrement dit, démanteler ce campement-là. Et il n'est pas le seul. Il dit, en fait, on s'attend à ce que tous les leaders politiques dénoncent les débordements et les actions d'occupation du territoire public. Donc, ça s'applique... Celui-ci et celui-là. Celui-ci et celui-là. La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, a également réagi sur X, maintenant, qu'il faut dire. L'attentisme de la Ville de Montréal a assez duré. Les campements doivent être démantelés. L'attentisme de la Ville de Montréal sont quand même des mots qui sont assez durs, je pense. On s'entend qu'il y a toujours une certaine ligne entre le provincial et le municipal. Une certaine ligne, oui. Une certaine ligne. Là, c'est carrément, on pousse dans le dos de Valérie Plante pour lui dire, écoute, là, faudrait... Mais elle n'est pas connue pour agir dans ces circonstances-là. Je veux dire, j'ai même déjà formulé l'hypothèse, je pense que c'était à ce micro, que tout ça l'arrange, Valérie Plante,
finalement, parce que la démonstration patente de la pauvreté, c'est ce qui garantit le plus sa réélection. Là, je veux dire, franchement, si les choses allaient bien, il n'y aurait pas de Valérie Plante. Là, c'est la sauveuse des pauvres, là, je veux dire. Donc, ultimement, c'est ce qu'elle n'a jamais réussi à faire, là, la mairesse de la mobilité et du logement. Là. On attend toujours, non? Oui, ben, la mobilité, je crois qu'il y a eu quelque chose comme 500 millions de dollars d'investis dans les dernières années sur les pistes cyclables. Oui. Donc, la mobilité... elle a quand même des actions là-dessus. Une certaine forme de mobilité. Ouais, une certaine forme de mobilité, d'immobilité, diraient certains automobilistes. Là. Ou partisans du transport en commun, là, qui est complètement hors de contrôle également. Mais... Ben, on en parlait il n'y a pas si longtemps, les autobus vont plus lentement que jamais de route en route. Bref, pour en revenir au campement, Québec demande finalement d'en faire plus. Selon ce qui a été rapporté au Journal de Montréal, c'est pas des commentaires qui auraient vraiment fait l'affaire de l'équipe de Valérie Plante. Eux disent que c'est à Québec de mettre plus d'argent dans le logement social. C'est sûr. C'est toujours la faute des autres. Actualité. Il y a une histoire avec photo dans le Journal de Montréal, justement, d'un propriétaire qui a eu la très désagréable surprise de rentrer dans un logement... J'ai envie de faire des fuck you. Ouais, Excuse-moi. C'est comme, really, les gens, tu sais. Ouais, au pire, je me fâche, là, puis je te dis, hey, t'es un maudit sans dessin, mais genre de faire ça. Ouais, c'est à quoi tu fais référence pour les gens qui nous écoutent et ne nous regardent pas à la télévision. C'est que sur un des murs de cet appartement-là... Plusieurs murs avaient été défoncés et tout ça, mais au moins un comportait l'énorme graffiti que t'as... Ah non, mais t'as pas bien regardé le roman photo. Il y a au moins deux murs où il y a un grand fuck you en graffiti noir avec un sur-graffiti argenté. Là, faut que ça paraisse comme il faut. Pour que ça paraisse et que ça soit évidemment très difficile de repeindre. Je sais qu'il y a un autre mur, lui, qui a été repeint d'une seule couche et que ça a été fait selon les mots du propriétaire, en cabochon. Non, mais ceux qui nous regardent à la télé. Ouais, ben voilà. Non, mais voilà. On dirait du Jean-Michel Basquiat, finalement. Moi, je garderais ça comme ça. Genre, sérieux. Peut-être que ce mur-là va valoir $1 million un jour. Moi, peut-être louer plus cher. Je retrouverais l'artiste. Il reste que c'est une situation qui est malheureusement extrêmement sérieuse pour le propriétaire. Lui, propriétaire d'un triplex, c'est un des appartements qu'il ne pourra pas louer, alors que en ce moment, on le sait, il y a des familles qui veulent un appartement. Lui tombe sur un truc, comme on a vu, doit faire des réparations là-dedans. Il estime que les réparations vont lui coûter entre 15 et 20 000 $. Puis lui, ce qu'il dit, c'est, écoutez, j'ai essayé cette locataire-là de la mettre dehors à plusieurs reprises. Donc, il s'est adressé au tribunal administratif du logement, a déposé une plainte, a déposé une deuxième plainte. Et il a gagné. Il a gagné. La locataire devait quitter les lieux. Elle a contesté. Ça a prolongé son départ. Et finalement, le 1er juillet, elle est partie. Elle a tout saccagé, puis avec les merveilleux mots d'encouragement qu'elle a laissés sur les murs un peu partout. Je suis un peu flabbergasté en bon français, évidemment. Puis, question pour toi, d'opinion générale, mais tout au long de l'article, on voit les magnifiques photos et donc cette créatrice infâme là, qui a décoré les murs, mais on nomme le propriétaire. Pourquoi on nomme pas la locataire, mettons? Je n'en ai aucune idée, sincèrement. Me semble, là, ça ferait un grand bien là, à ces genres de personnes-là. Ouais, je pense que ça deviendrait un petit peu comme de la justice populaire, un peu. Ouais, je comprends, mais là, cette personne-là, elle s'est relogée à quelque part, on peut ça, c'est l'autre question, en réalité. Est-ce qu'elle a déclaré son saccage avant de signer un autre bail ou elle va refaire la même chose? Tu sais, à un moment donné, là, comme faut identifier les délinquants, là, peut-être que ça serait intéressant. Les propriétaires, si je ne m'abuse, demandent un registre des mauvais locataires. Donc, tu sais, quand on voit des histoires comme ça, on peut se dire, peut-être qu'ils ont raison, mais d'un autre côté, ça pourrait aussi faire place à des abus éventuels ou des choses comme ça. Moi, je peux te dire, bien franchement, tranche de vie comme ça, j'ai déjà habité dans un appartement où le voisin n'a pas payé son loyer du mois de juillet au mois de mars. Et je ne te dis pas l'épouvante que c'était. Dans un triplex, il y a 2 autres appartements. Une locataire comme ça, généralement,
dérange tout le monde. C'est sûr. Donc, ça trouble carrément la paix publique. Là. Et là, ben, t'es chez toi et t'es pas capable d'être tranquille. Donc, tu sais, disons, est-ce qu'un registre viendrait régler ça? La question est lancée. On sait pas. En tout cas, on parle des enchères sur le mur. J'offre 100$. Je renchérirai pas si ça te dérange pas. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Bon, alors, le gouvernement du Canada avertit les Canadiens. Faites attention si vous allez dans le sud. L'ouragan Beryl menace. Il va toucher la Jamaïque sous peu. Peut-être une micro-bonne nouvelle. Il est relégué. Relégué en catégorie 4, donc un petit peu moins fort. Ceci dit, bon, les catégories, ça dit rien à personne, ou à peu près. Moi, le premier. Catégorie 5, ce qu'il était jusqu'à hier. Des vents supérieurs à 252 km/h. Catégorie 1, de 119 à 153 km/h. Catégorie 2, 177 km/h. Et la fameuse catégorie 4, 251 km/h. Donc, ça reste quand même des vents absolument... ouais, mais tu sais, vraiment qui arrachent absolument tout. Là. Tout simplement, on parle des blessures. Ça peut entraîner des blessures, voire des décès. On en parlait, toi et moi, hier aussi. Il y a l'eau qui s'ajoute à ça, là, qui vient fouetter tout le monde. Puis, donc, le gouvernement émet des avertissements pour la Jamaïque, le Mexique, les îles Caïmans, l'île Union, Carriacou et Petite-Martinique. Donc, si jamais vous étiez... chers téléspectateurs, en route vers une de ces destinations-là, ça serait... Je pense que les vacances tombent à l'eau. Revenez à la maison. Ouais, probablement. Ouais. Ça serait une bonne idée, ou ne partez tout simplement pas. On sait qu'il y a plusieurs témoignages sur les sites du Journal de Montréal et de TVA Nouvelles de Québécois qui sont là-bas, qui sont confinés dans leur hôtel, ne peuvent pas sortir. Les vacances, ils vont s'en souvenir longtemps, j'ai l'impression. Ils vont beaucoup jouer au Monopoly. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, il y a un couple un témoignage d'un couple qui est à bord de son voilier, qui lui se dirigeait vers le sud de la République dominicaine pour faire de la plongée. Et puis là, ils ont vu les alertes météo. Ils ont dit, pas une bonne idée, ça non plus. Donc, ils se sont arrêtés dans une petite péninsule. 2 ancres pour le bateau au cas où les vents frapperaient. Puis ils disent, vous savez, la République dominicaine, c'est quand même moins cher qu'ailleurs. Si vraiment on sent que notre vie est en danger, on s'en va. On va parquer le bateau. On va parquer le bateau. Ça reste qu'il y en a qui ont malheureusement pas cette possibilité-là. Donc, on va espérer que non, tout le monde n'a pas la possibilité de faire du voilier dans les Caraïbes. Tu m'étonnes. Un voilier pour tous. Un voilier pour tous. Tout savoir en 24 minutes. Le milliardaire Robert Miller est officiellement accusé de 21 chefs d'accusation. Il devait comparaître aujourd'hui. Son état de santé ne lui permet pas réellement, selon ses avocats, de se présenter à la barre ou au tribunal, plutôt, je devrais dire. Alors, dans ce cas-là, précisément, il n'a pas réellement à être là physiquement. Par contre, il a plaidé non coupable par l'entremise de ses avocats. Okay. Donc, écoutez, c'est assez particulier cette histoire-là. Robert Miller, le fondateur de Futur Électronique, milliardaire montréalais, homme d'exception jusqu'à il y a quelques mois ou un peu plus d'1 an ou 2, je crois, où là tombent contre lui des accusations de crimes sexuels. Et tu sais, c'est pas des petites accusations. On parle d'exploitation sexuelle, contact sexuel, agression sexuelle et d'avoir tenté d'induire une personne à se prostituer. Les accusations concernent 10 victimes alléguées, dont une qui avait moins de 14 ans à ce moment-là. Pour l'instant, ses avocats disent, écoutez, Robert Miller, trop d'ennuis de santé, peut pas se déplacer, alors vous devriez tout simplement annuler ce procès-là. Je pense que justice doit être rendue. S'il est retrouvé coupable, ce serait peut-être... peu importe son état de santé, je crois, quand tu es coupable d'un crime comme celui-là. Puis la preuve semble être accablante. La preuve est extrêmement volumineuse. Il y a fait peu de doute dans mon esprit. Après, de la nature des relations intimes et tout, ça reste à être prouvé, mais je veux dire, ça semble être
tout semble montrer qu'il y a eu beaucoup de comportements totalement illégaux avec des jeunes femmes. Oui, bien, dans ces 21 chefs d'accusation-là, aux criminels, on parle de 10 victimes alléguées, mais M. Miller a également 2 procès au civil contre lui. Le premier procès, je crois qu'il y a une 50aine de femmes qui affirment avoir été victimes de M. Miller, qui ont décidé de le poursuivre au civil. Et il y a une autre poursuite civile. La plaignante avait seulement 11 ans lorsqu'elle aurait été abusée sexuellement par le milliardaire. Incroyable. Mais droit à la présomption d'innocence, ça c'est clair. Mais sache que tu parlais de l'épaisseur de la preuve. Ouais. C'est tellement épais comme preuve que le dossier a été reporté au 1er octobre prochain pour que la défense puisse réellement passer à travers. Donc, on leur souhaite bonne chance. Tout savoir en 24 minutes. L'élection partielle à Toronto, ça fait énormément de vagues ben oui. À Ottawa. Je pense que c'est comme la pointe émergée de l'iceberg, là, si tu veux, ma lecture rapide. Tu sais qu'il y a des voix au sein même des libéraux maintenant qui commencent à contester le leadership de Justin Trudeau, qui commencent à dire est-ce que réellement Justin Trudeau devrait être notre candidat? Faut pas oublier que Pierre Poilievre commence à gagner sérieusement beaucoup de plumes, là, y compris au Québec. Il continue à gagner, on va le dire comme lancé, ça. Là, clairement. Tout à fait. Mais Justin Trudeau, lui, refuse de réunir son caucus d'urgence. Selon un peu des sources libérales, ce serait en fait pour pas envoyer le message à la population que le gouvernement est un petit peu bancal à ce moment-ci, un peu en mode panique. Parce que c'est pas ça qu'on perçoit du tout. Hein? Parce que c'est pas ça qu'on perçoit du tout. Parce que c'est pas envoyer ce message-là, Justin. Comment dire? Il pourrait se faire une petite retraite stratégique avec Joe Biden là, en tant que gens qui ont un peu utilisé leur fin de vie utile bien au-delà. Puis, tu sais, j'en demandais, tu sais, apprendre à let go. Tu sais, je sais pas, c'est quoi déjà, let it go? Bref, ouais. Ben, en gros, disons que M. Trudeau commence à, on le disait, tirer un peu de la patte face à M. Poilievre. Les libéraux, ça va faire peut-être écoute, j'ai pas les dates, là, mais 12 ans? Quelque chose comme ça. Oui, c'est un peu plus que 10. Là, ça tourne autour de ça. Si tu regardes dans l'histoire... Troisième mandat, ouais. Si tu regardes un peu dans l'histoire du Canada... Là, quand tu dépasses 2 mandats, ça commence à être difficile, puis après ça, il y a un changement un peu d'un côté ou de l'autre. Cette fois-ci, M. Trudeau, il se dit confiant. Il dit que plutôt que de réunir tout le monde, je vais les appeler. Je vais appeler les députés, les ministres et tout le monde qui sont paniqués. Je vais leur parler personnellement. Donc, c'est bon. Il va aller leur porter la parole. C'est la stratégie Joe Biden. On va les appeler. Il a été lui-même élu en 2008. Il n'était pas au pouvoir, évidemment, mais ça fait quand même presque 16 ans qu'il est activement en politique. Je pense que à un moment donné, je sais pas, le pouvoir, ça use. Il faut passer à d'autres choses. Ouais. Je trouve qu'il y a une drôle de conjonction entre les États-Unis, le Canada, le provincial et le municipal en ce moment, de comme plein de gens qui ne seront peut-être plus là dans quelques mois. Il risque d'avoir beaucoup de changements. Toute la filiale de Washington une autre époque. À Ville-Marie. Oui, effectivement. Non, ça va être intéressant, la séquence de remplacement qu'on va observer dans les prochains mois. Actualité. Je le disais, Pierre Poilievre, tu le disais, Pierre Poilievre est sur une lancée. Je disais qu'il gagnait des plumes. C'est le cas, entre autres, dans la région de Québec. Hein. Et il y a un projet qui ne fait pas du tout l'affaire de Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada. C'est le fameux tramway tel que prévu ou proposé par CDPQ Infra. Ouais. Pierre Poilievre a dit, écoutez, moi c'est un projet qui ne m'intéresse pas. Sol Zanetti est pas content. Il dit non, votre projet, c'est des autobus qui vont se relayer et tout ça. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes déconnectés. Bref, il y a un jeu, si tu veux, de tire-pipe un peu entre ces deux-là, même s'ils ne sont pas sur le même palier de gouvernement. Non. Par contre, Pierre Poilievre Pierre Paulus, le lieutenant de Pierre Poilievre au Québec. Exact. Donc, Pierre Paulus, il est allé d'une déclaration aujourd'hui. Il a dit, écoutez, si les ficelles du tramway sont attachées quand on va prendre le pouvoir, on ne va pas déchirer le contrat. Donc, autrement dit, si le projet n'est pas
clairement signé avant les prochaines élections, ben il y a des chances qu'il ne voit jamais le jour si Pierre Poilievre prend le pouvoir. Je comprends. Puis honnêtement, en termes de... Je ne suis pas partisan nécessairement particulièrement de M. Poilievre, mais en termes de... On a vu souvent des gouvernements qui, par ego ou par volonté de nuire aux idées de leurs prédécesseurs, détruisent un truc qui est déjà en cours. Puis là, ça finit par coûter excessivement cher au trésor. Puis c'est un peu ridicule. Puis à la fin, peut-être que 5-10 ans plus tard, on finit par le faire anyway. Je trouve ça, à la limite, une forme de maturité. Si le projet est déjà starté, on va le laisser aller. Là. On va pas comme déchirer les contrats puis payer des pénalités puis remettre les gens à pied. Mais ça met quand même un incitatif pour les partisans de ce projet-là de partir la machine avant les prochaines élections fédérales. Sans quoi, comme tu dis, effectivement, là, il pourrait décider de mettre un stop. Probablement qu'il le ferait. Ouais, parce qu'il s'est déjà prononcé à maintes reprises, très clairement, contre mais je trouve ça, honnêtement, un peu wise de sa part, là, qu'on soit pour ou contre le projet, ou il est pour ou contre le candidat, mais de dire que si le projet est lancé, comment dire, le gros bon sens veut qu'on ne déchire pas un contrat public qui a déjà été octroyé et un projet qui est déjà lancé. Fait en tout cas, à ce sens-là, je te dirais que c'est la bonne chose à faire, malgré son opposition. Tu parles de coûts. Est-ce que tu sais s'il y a des pénalités en cas de déchirage? Il y a toujours des pénalités. Là, je connais pas les détails de tout ça. Mais c'est pas juste de payer pour les travaux qui ont déjà eu lieu. Et les études et les dessins. Non, parce que une fois que ça a commencé le projet, tu as des gens qui ont embauché de la main-d'œuvre, acheté des machines, c'est sûr qu'il y a des pénalités. Puis c'est sûrement des dizaines ou des centaines de millions pour un de dollars. projet comme celui-là, probablement. Ouais. Claude Villeneuve, le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, lui, il dit, écoutez, là, en Ontario, ils ont mis plus de 40 milliards de dollars qui vont s'investir en transport collectif. On parle de trains, des métros, des tramways. Donc, pour lui, il faut que le fédéral fasse sa part à Québec. Ouais. La question, ce sera sous quelle forme? Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Francis, je parle de toi. Tu as écrit une super chronique dans le Journal de Montréal aujourd'hui, Les mandarins millionnaires de l'État québécois. Tu relèves que Maxime Aucoin, le nouveau vice-président exécutif stratégie et finances d'Hydro-Québec, toujours respirer après un long titre comme celui-là. C'est pas une carte d'affaires, c'est une 8,5 par 11 d'affaires qui te donne. Il touche un salaire de 575 000 $ et va recevoir un bonus à la signature qui correspond à 108 % de sa rémunération. Ce qui veut dire que à la signature, il va toucher 625 000 $. Et c'est pas le seul comme ça. Non. Alors toi, tu t'insurges contre ça. Est-ce que tu crois que, dans le fond, nos gestionnaires sont trop payés? Trop payés, tu sais, moi je pense qu'il faut bien payer les gens, là, puis j'en ai un peu contre ces idées là, à la chasse aux sorcières de lui il gagne 200 puis lui il gagne 300, mais tu sais, je pense qu'il y a une notion de bien payer des cadres supérieurs, puis effectivement, il y a une forme de rivalité avec d'autres opportunités de carrière qu'ont ces gens, notamment dans le privé. Par contre, quand on choisit de devenir un serviteur de l'État, quand on choisit de devenir fonctionnaire, on peut pas s'attendre à une équivalence. Là, et donc, pour moi, c'est normal. Puis quand tu es rendu dans des salaires justement comme ça de 200, 300 000, c'est bien assez. Là, à un moment donné, il doit y avoir une limite supérieure, il me semble, à ce que tu peux gagner comme serviteur de l'État. Sinon, c'est pas l'État. Là, sinon, c'est un PPP. Là, donc, à quelque part, pour moi, de voir des chiffres comme ceux-là, dans l'absolu des choses, 1 million de dollars pour Hydro-Québec, c'est une poignée de change. Là, c'est pas, j'en ai pas contre la gouvernance de cette entreprise, mais il faut rappeler à tout le monde que c'est pas une entreprise, c'est une société d'État. Puis dans une société d'État, tu es au service de l'État, et donc tu dois accepter que ta rémunération, à un moment donné, ça peut pas être 1,2 million de dollars. Tu vois, je veux dire, pour moi, ça passe sous le sens. Tu sais, j'en parlais avec Alexandre Moranville-Ouellette ce matin, justement, de ce sujet-là. Tu sais, une personne comme ça qui gagne 600, 700, plus des bonus à chaque année, 1 million par année pendant toutes ces années-là, il va se retrouver à la fin de sa carrière avec des dizaines de millions de dollars de valeur nette. Je sais pas, ma conception du service public est peut-être différente de la sienne ou de la vôtre, mais tu sais, pour moi, un travailleur de l'État, il peut avoir une très bonne retraite, très confortable, de haute classe moyenne. Il doit pas... c'est pas normal que ces gens-là fassent partie de l'aristocratie. Tu comprends? Pour moi, c'est les nouveaux rois, là, tu sais, c'est complètement inacceptable pour moi. Donc, Mais d'un autre côté, si je peux me permettre de te relancer là-dessus, ces dirigeants-là sont pas plus fous qu'un autre. S'ils ont 125, 150, 250 000 $ de plus ailleurs,
ils ne viendront probablement pas servir Je suis pas l'État sûr québécois. de ça, moi. Puis tu sais, prendre n'importe quel politicien, là, puis tu sais, on casse du sucre sur leur dos à M. Trudeau, à M. Legault. Tu penses pas qu'ils pourraient aller gagner dans le privé 800 000, 1 million? Les premiers ministres, là, on a chicané là, qu'il y avait eu des augmentations de 30%. Ils coupent leur salaire de... Puis ils sont pas des fonctionnaires. Là. Les fonctionnaires sont à l'abri des médias. Les fonctionnaires, ils font leur petit job. Bon, je suis sûr qu'ils travaillent fort, mais je veux dire, les élus sont excessivement sous-payés et pourtant sont là, jour après jour, des centaines au Québec, des centaines au Canada. Il y a dans cette notion de fonctionnariat, que ce soit politique ou dans l'appareil de l'État, une notion de vocation. Tu comprends? Je donne mon temps, de ma vie, je me consacre à faire avancer la société. C'est incompatible pour moi avec l'idée de je regarde mon nombril et je fais des dizaines de millions de dollars de salaire. Tu comprends? Il y a quelque chose d'indécent là-dedans pour moi c'est vraiment une incompatibilité presque morale d'une certaine façon. Puis je réitère, je pense pas qu'ils doivent gagner 22 000 ces gens-là, là. Des hauts fonctionnaires, des exécutifs dans des grandes sociétés d'État. Je suis bien down qu'ils gagnent 2, 3, 400 000, mais à un moment donné, il y a comme une limite supérieure qui est là, clairement, 3 fois ou 4 fois explosée face à ce qui me semblerait raisonnable. Puis je dis ça, encore une fois, tu sais, comment dire, c'est juste ça semble être juste sensé. Donc je sais pas dans quel univers vivent ces gens-là, puis comment ils font sens de des rémunérations comme celle-là, puis comment ils se justifient à eux-mêmes en rentrant le soir dans leur Porsche de l'année, dans leur manoir à Boucherville, et je travaille pour l'État. Tu comprends? Je sais pas, en tout cas, comme je te dis, il y a quelque chose qui me blesse dans ma citoyenneté face à ça. Idéaliste. Ouais, peut-être. Non, mais tu sais, j'ai déjà moi-même été approché pour travailler pour la fonction publique, puis c'était des offres intéressantes du point de vue salarial, mais je dirais à un moment donné, comme tu fais ton choix, tu sais, puis si tu veux aller travailler pour le service public, il faut que tu acceptes que ça vient avec un certain nombre de contraintes, puis je pense pas qu'on va éliminer toutes les bonnes personnes si on n'offre pas 1,2 million de dollars par année. Tu comprends? Il y a des très bons candidats à 250 000 $, je te garantis, André Sylvain. C'est tout. C'est tout. On a résumé l'actualité en 26 minutes. On est rendu de pire en pire. Éventuellement, ça va être 24. Ça va être résumé l'actualité en 120 minutes. Ça va juste être 2 heures de podcast entre toi et moi. Merci d'avoir été avec moi, André Sylvain. On se revoit demain. Yeah.